Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Le 11 mars 2011, dans le nord-est du Japon, un séisme et un tsunami provoquaient la plus grave catastrophe nucléaire de l'histoire depuis Tchernobyl. Comme cela avait été le cas en ex-URSS, le Japon a dû évacuer une zone immense autour de la centrale de Fukushima. Depuis, le gouvernement japonais a tout fait pour reconquérir ces territoires perdus. Et plus de la moitié de la zone interdite a aujourd'hui rouvert. Mais les 80 000 anciens habitants du No Man's Land sont réticents à revenir. Les autorités multiplient pourtant les initiatives pour les convaincre de repeupler la région. Fukushima, le choix du retour. Reportage signé Marie Linton, Ophélie Giomataris, Anaëlle Royer et Guillaume Bression pour France 24. Toshiko Ito n'aurait manqué cette journée pour rien au monde. Réfugiée à Tokyo, elle a parcouru 250 km en bus pour assister à la renaissance de sa ville natale. Une journée historique, célébrée par des danses et des drapeaux. Après 6 longues années d'évacuation, la ville de Tomioka, située à seulement 10 km de la centrale nucléaire de Fukushima, rouvre ses portes aujourd'hui. Oh mais c'est toi! Ça faisait si longtemps, tu vas bien? Ça me donne les larmes aux yeux de vous revoir. Et alors, vous n'allez pas revenir vivre à Tomioka? Mais si, je suis là, moi, je vais revenir. Revenir vivre à Fukushima ou pas, la question est sur toutes les lèvres. Toshiko Ito, elle a fait son choix. Même si elle a dû faire détruire sa maison ravagée par les années d'absence, elle compte en acheter une nouvelle dans le centre-ville de Tomioka. Les gens de notre âge n'ont que le passé en tête. On aimerait bien revenir ici et pouvoir à nouveau vivre avec les gens de notre ville natale. Mais en fait, on ne retrouvera certainement jamais la joie de cette époque, quand on allait pêcher ou ramasser des fruits dans la montagne. Aujourd'hui, on ne sait même pas si on peut les manger. Même parmi les plus motivés, les réticences sont nombreuses. Pour les surmonter, le Premier ministre en personne est venu convaincre les anciens résidents de faire le pari du retour. Je vous promets que je mettrai tout en œuvre pour la renaissance de cette ville, pour que vous, habitants de Tomioka, soyez fiers d'être nés et de vivre ici. Un discours optimiste qui peine à convaincre. Toshiko sait déjà qu'elle sera bien seule à Tomioka. Dès la fête terminée, la majorité des réfugiés rentreront vers leur lieu d'exil, loin de Fukushima. Après l'accident nucléaire de mars 2011, le gouvernement a évacué 80 000 personnes autour de la centrale de Fukushima. Mais contrairement aux soviétiques, qui avaient laissé la zone de Tchernobyl en l'état, le Japon a tout fait pour reconquérir ce no man's land. Résultat, et contre toute attente, plus de la moitié de la zone interdite a rouvert. Mais ce n'est pas suffisant pour faire rentrer les habitants. En moyenne, seuls 10% des anciens résidents sont revenus habiter chez eux. Il faut désormais repeupler cette région désertée, et pour cela, les autorités et les associations multiplient les initiatives. À une quinzaine de kilomètres de la centrale, Naraha est l'une des premières villes à avoir ouvert. C'était en 2015. Mais 2 ans plus tard, les rues semblent toujours trop calmes. Alors, ces couturières ont retroussé leurs manches. On dirait vraiment qu'il est vivant comme ça. Vous ne trouvez pas? Des poupées à taille humaine, c'est la solution qu'ont trouvée les membres de cette association pour pallier l'absence de voisins. Car seuls 1500 des 7300 habitants de Naraha sont revenus, dont une majorité de personnes âgées. Beaucoup de gens vivent isolés maintenant que tout le monde est parti de la ville. Ils se sentent seuls chez eux, donc ils nous ont demandé de leur faire des poupées pour leur tenir compagnie. Quand on fait des poupées d'enfants, les personnes âgées de la ville les prennent dans leurs bras en disant « que tu es mignon », parce que c'est une ville où il n'y a pas d'enfants, donc ils les aiment beaucoup. Les couturières ont ainsi fabriqué des dizaines de poupées qui occupent le bureau de poste, le commissariat
ou encore certaines boutiques, à défaut de clients qui visiblement ne se bousculent pas. Mieux que des poupées, le district d'Odaka, qui a rouvert en 2016, fait tout pour attirer des habitants en chair et en os. Et mieux encore, des jeunes, une denrée rare dans la région. La clé, c'est de rouvrir les écoles au plus vite. Attends, c'est plus beau comme ça. Makiko et sa fille Onoka n'attendaient que cela pour quitter leur logement préfabriqué et revenir vivre chez elles, à 19 km de la centrale nucléaire. On ne pouvait pas vraiment revenir vivre ici avant la réouverture de l'école, donc on attendait ce jour avec impatience. Le retour des enfants dans des territoires contaminés n'est pas allé de soi. Mais les débats enflammés sur leur santé semblent oubliés lors de cette première cérémonie de rentrée des classes. Je suis très heureux que vous puissiez faire vos études ici, à Odaka. C'est un pas en avant, après 6 années de difficultés. Sans ces jeunes, la ville n'a aucun avenir. Mais ils ne sont que 12% à être revenus à Odaka. Et le nombre d'élèves risque de diminuer année après année, faute de nouveaux arrivants. Aucun des enfants avec qui elle était amie avant la catastrophe de Fukushima n'est rentré. C'est la seule. J'aimerais vraiment que ses amis reviennent. À Tomioka, à une dizaine de kilomètres de la centrale nucléaire, les chasseurs ont une toute autre méthode pour faire revenir les habitants. Chaque semaine, ils éliminent les bêtes qui ont proliféré en l'absence des hommes pour ramener un semblant de civilisation dans le no man's land. Les sangliers risquent d'attaquer les gens qui vont revenir habiter ici. En plus, ils dévastent les cultures. C'est un vrai problème pour les fermiers. À Tomioka, la tête des sangliers est même mise à prix. 200 € payés par la municipalité. Il faut dire que les animaux font des ravages. Dans ce temple, c'est un raton laveur qui a sévi. Les ratons laveurs ont détruit la porte et sont entrés par ici. J'ai un peu nettoyé, mais c'est encore dans un sale état. Regardez. Il n'y avait pas ce genre de problème avant. Ils viennent dans les habitations depuis que la population est partie. Aucun de ces animaux chargés de césium radioactif ne pourra être consommé, pas même le sanglier, dont les Japonais apprécient la viande habituellement. Mais la mesure phare pour faire revenir les habitants a été une campagne inégalée de nettoyage de la radioactivité. Des milliers d'ouvriers et des milliards d'euros ont été engloutis pour décontaminer ce no man's land, vaste de 1000 km². Mais les niveaux de radioactivité sont-ils sans danger pour autant ? Une association citoyenne a décidé de prouver, chiffres à l'appui, que les hommes n'avaient rien à faire ici. Là, on est en train de prélever des échantillons de terre. Leur méthode, multiplier les mesures de radioactivité. Aujourd'hui, ils explorent les alentours d'une école de Namie, une ville qui vient elle aussi de rouvrir ses portes. Ici, ils ont décontaminé le sol. On le voit, car la couleur est différente. Ici, la radioactivité est d'environ 1 microsievert par heure, alors que là-bas, c'est 3 fois plus. Comment voulez-vous que les enfants sachent qu'ici c'est décontaminé, mais que là-bas c'est dangereux ? Ici, c'est un quartier qui a réouvert, mais il n'y a absolument personne. C'est une ville fantôme. La moyenne des mesures qu'on a prises cette semaine, c'était 1,7 microsievert par heure. C'est très élevé. La décontamination a généré des millions de mètres cubes de déchets contaminés, visibles partout dans les villes aux alentours de la centrale nucléaire. Sous ces bâches noires, il y a environ 5 étages de sacs de décontamination. C'est inquiétant pour les gens qui habitent ici d'être aussi près de déchets radioactifs. Moi aussi, si j'habitais ici, ça me ferait peur.
Derrière cette grille se trouve le carré le plus contaminé de la zone interdite. La dernière frontière à reconquérir pour les autorités. Pour y rentrer, il nous faut un guide. Ce sera un employé de la mairie d'Okuma. De l'autre côté de la barrière, Yoshiyuki Takeuchi retrouve sa ville, suspendue hors du temps. J'allais très souvent dans ce restaurant. Tout est complètement en ruine, c'est absolument désolant. Je suis vraiment triste. Par rapport à l'apparence de la ville il y a 7 ans, tout est détruit. On se dit, alors c'est ça que ça devient quand il n'y a plus personne ? Face aux ravages du temps et aux niveaux élevés de radioactivité, les autorités auraient pu jeter l'éponge. À la place, la ville d'Okuma, située à seulement 5 km de la centrale nucléaire, a adopté un plan drastique. Pour pouvoir rouvrir, elle va déplacer son centre-ville de quelques kilomètres vers la partie la moins contaminée de la ville. On construit ici une mairie et des habitations. Mais il faudra aussi une rue commerçante, un hôpital, une caserne, une poste. On va construire ici tout ce qui est nécessaire à la vie d'une ville. Reconstruire une ville entière donc. Mais pour qui ? Takeuchi ne se fait pas d'illusions. Comme dans les autres villes évacuées, seule une petite partie des réfugiés reviendront. Mais Okuma ne sera pas vide pour autant. Alors que la ville est toujours officiellement fermée, 700 personnes y vivent déjà. C'était difficile pour les employés de TEPCO de faire le trajet tous les jours, donc l'entreprise leur a construit des logements ici. C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi des employés de TEPCO ont le droit d'habiter ici, mais pas les habitants de la ville ? Mais les habitants de la ville ne peuvent pas encore revenir dans ces conditions. À défaut d'accueillir ces anciens habitants, la région est en train de devenir le quartier général des ouvriers et ingénieurs en nucléaire. La preuve aujourd'hui avec l'inauguration de ce laboratoire de recherche dédié au démantèlement de la centrale de Fukushima. Ces expériences, incompréhensibles pour le commun des mortels, doivent attirer la fine fleur des chercheurs japonais, dont Yukihiko Sato, à peine 30 ans, qui n'aurait jamais mis les pieds à une dizaine de kilomètres de la centrale sans ce centre ultramoderne. J'ai écrit ma thèse sur les rejets radioactifs de Fukushima. Donc je suis venu ici parce qu'on m'a dit que je pourrais continuer à travailler sur mon sujet. Le souci, c'est que sa femme n'a aucune intention de le rejoindre à Tomioka. Ce n'est pas tant la radioactivité qui l'inquiète que le manque d'infrastructures. Ma femme est enceinte, mais il n'y a pas de maternité près d'ici. Donc elle reste habitée à Chiba, près de Tokyo. Après plus de 6 années d'évacuation, le Premier ministre et les autorités locales promettent de créer une nouvelle dynamique pour la région de Fukushima. Ils veulent en faire un pôle d'excellence dans le démantèlement nucléaire, un chantier colossal prévu pour durer 40 ans, mais aussi en robotique et dans les énergies renouvelables. Une façon, espère-t-il, d'attirer de nouveaux habitants dans cette région meurtrie. Voilà pour ce reportage signé Marie Linton qui est avec nous en plateau. Marie, bonjour. Bonjour. Pourquoi le gouvernement japonais tient-il à ce point à repeupler cette zone interdite de Fukushima ? Mais écoutez, quand on parle aux responsables politiques, ils nous disent souvent que le Japon est un petit pays, très peuplé, et qu'ils ne peuvent pas se permettre, comme les soviétiques à l'époque de Tchernobyl, exactement, de sacrifier une partie de leur territoire. Mais à mon avis, il y a aussi d'autres raisons. D'abord, quelque part, la volonté de réparer la faute commise. Maintenant, on sait que l'accident de Fukushima a été en partie provoqué par des erreurs humaines, et donc il faut maintenant réparer les traces de cette catastrophe. Après, dans le cas du Japon, on peut se demander s'il n'y a pas aussi un agenda caché, la volonté du gouvernement de relancer la filière nucléaire. On se dit que finalement, si on efface les traces de cette catastrophe majeure, eh bien, on pourra redémarrer plus facilement les réacteurs nucléaires du pays. Alors, comment expliquer cette réticence ? Y a-t-il d'autres choses qui peuvent inquiéter les populations que ce résidu de radioactivité ?
Alors déjà, la question de la radioactivité est très compliquée, très sensible. Savoir à partir de quel niveau une dose est dangereuse ou pas, c'est des débats d'experts vraiment interminables. Ce qu'on sait, c'est que la décontamination permet de réduire les niveaux de radioactivité, mais qu'elle n'efface pas, bien sûr, la radioactivité, notamment parce qu'il y a de larges zones qui sont laissées en dehors du programme, notamment les forêts. Et donc, les habitants savent que s'ils reviennent, ils vont être exposés à de faibles doses de radioactivité, et d'autre part, qu'ils devront changer leurs habitudes. Par exemple, on imagine mal qu'on aille cueillir des champignons en forêt ou qu'on aille simplement se promener en forêt. On entend une femme qui dit d'ailleurs, on cueillait des fruits à une époque, aujourd'hui, ça sera sans doute impossible. Exactement, il va falloir changer les habitudes. Mais il y a plein d'autres raisons parce que plus de 6 années sont passées. Les familles ont refait leur vie ailleurs et finalement maintenant, elles n'ont pas forcément l'énergie de revenir, notamment quand elles ont des enfants. Quel est l'avenir de cette région dans les 5 ans qui viennent ? C'est très difficile à dire. En fait, il faut savoir qu'avant même la catastrophe de Fukushima, c'était une région rurale, vieillissante, donc qui était déjà pas très dynamique, il faut le savoir. Après, finalement, le gouvernement a injecté énormément d'argent dans cette région. On le voit dans la décontamination, dans la reconstruction, dans le démantèlement nucléaire, et ça a fait venir des milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a un agent immobilier qui s'est installé récemment dans la région qui me disait « les prix flambent ». Parce que beaucoup d'ouvriers veulent s'installer près de leur lieu de travail. Et donc, ça paraît complètement hallucinant à entendre. Mais il y a un vrai afflux d'une nouvelle population. Après, on ne sait pas s'ils vont rester pour de nombreuses années ou pas. En tout cas, il y a cette dynamique-là. Ce sont des villes maintenant où il y a des milliers de travailleurs qui y habitent. Et d'autre part, la région a une vraie carte à jouer dans le démantèlement nucléaire parce qu'il n'y a pas de précédent. À part la centrale américaine de Three Mile Island, aucune centrale nucléaire gravement accidentée n'a été démantelée à ce jour. Merci beaucoup Marie Linton, donc de retour du Japon. Vous avez réalisé ce reportage avec des images magnifiques signées Guillaume Bression et Ophélie Jomataris notamment. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.